Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le cheptel sénégalais est menacé avec cette interdiction d'une certaine catégorie de vétérinaires d'exercer leur profession. Une alerte lancée par les techniciens de l'élevage. Ces derniers se sont rassemblés à Thiès pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme étant une injustice. Moustapha Lo est désormais le nouveau président de l'UNACOIS. Ses priorités pour ce premier mandat, la réunification de l'organisation et la réorganisation des marchés du Sénégal. Sathiès confirme sa suprématie sur Zarco avec une deuxième victoire consécutive sur le fils de Grand Yoff. Le jeune frère de Balagaï compte désormais 16 victoires sur 19 combats. Hors de chez nous, la confrontation entre les États-Unis et l'Iran actée après que Washington a frappé la nuit dernière 3 sites nucléaires iraniens. Une offensive qui a déclenché une vague de réactions dans le monde. Nous en parlons avec le professeur Pendambao qui sera l'invité de ce 20h. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Un journal que nous ouvrons tout de suite par Thiès avec cette colère noire des agents techniques de l'élevage en provenance de plusieurs régions du pays. Ils ont tenu un point de presse pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme étant une injustice exerçant dans le privé. Ils disent vivre un calvaire qui entrave leur profession, qui interdit à une certaine catégorie de vétérinaires d'exercer correctement leur métier. Si aucune solution n'est trouvée dans les meilleurs délais, il y aura un impact certain sur le cheptel national avec la récurrence de maladies sur le bétail. Charanta Diop et Seyda Tir pour les détails. Les agents vétérinaires sortis des grandes écoles de formation sont autorisés à exercer à titre privé la profession. Mais ils font face aujourd'hui à une montagne de difficultés. Pour eux, l'exercice de la profession vétérinaire est bloqué par une loi qui date de 2008. Au Sénégal, il y a 3 écoles de formation. L'école inter-État de médecine vétérinaire qui forme des docteurs vétérinaires, l'école nationale des cadres ruraux devenue ISFAR qui forme les ingénieurs des travaux d'élevage et le centre national de formation des techniciens en élevage de Saint-Louis. Aujourd'hui, l'État n'emploie plus ceux qui sortent de ces écoles. Pourtant, il continue à les former. Mais quand ils sortent, ils ne sont pas employés. Ils ne peuvent qu'exercer à titre privé, mais de façon très, très limitée. Cette loi est venue réduire notre potentiel, notre capacité professionnelle à de simples soins vétérinaires. Prenons le cas d'un animal en difficulté de mise bas et qui nécessite une césarienne, une intervention rapide. L'agent d'élevage qui est là-bas, il n'a pas le droit, d'après cette loi, à faire son intervention. Il faudra qu'il court vers un département hypothétique pour trouver quelqu'un à qui la loi autorise. De ces désagréments, dit-il, le secteur de l'élevage est en danger. L'impact sur le cheptel, c'est qu'on a des maladies contre lesquelles on doit les éradiquer, mais on évite d'utiliser ceux qui ont la responsabilité et qui se sentent responsables pour faire ce travail-là. Ces agents vétérinaires comptent mener une campagne de sensibilisation dans les prochains jours. Les éleveurs, les vétérinaires et même les députés seront impliqués. À Bambay, la menace des inondations persiste entre des réseaux d'évacuation bouchés et une occupation anarchique de la voie publique. Les défis sont énormes. Les autorités peinent à freiner une dynamique qui expose encore les populations aux affres d'une ville régulièrement submergée par les eaux pendant la saison hivernale. Le point, c'est avec Babacar Diouf. À Bambey, l'inquiétude monte à l'approche de la saison des pluies. Les réceptacles d'eau usés sont presque inopérants. Il s'agit de désensabler, nettoyer et ramasser les ordures. Il faut l'appui des populations. Et vous voyez ce bassin qui recueille toutes les eaux qui sont aux alentours de la gare routière. Ce bassin est rempli d'ordures. Les techniciens disent que c'est au 4/5e, presque 80% d'ordures. Ce bassin est rempli à 80% d'ordures. Donc, c'est pour cela qu'il faut enlever toutes les ordures, le sable,
pour que ce bassin puisse accueillir les eaux de pluie pendant l'hivernage. Cette situation ne peut continuer. Il est alors urgent de prendre des mesures coercitives. On va régler définitivement ce problème. D'abord, les gens qui sont installés autour du bassin, je pense que ce n'est pas indiqué. Surtout pour des mesures de sécurité. Le maire de la ville, Hassan Dia, tente de rassurer. Un suivi régulier de la situation est promis. Pour l'instant, il y a des mesures immédiates qu'il fallait prendre. C'est-à-dire curer le bassin, enlever les ordures, nettoyer en vue de prévenir éventuellement les inondations. Avec un réseau d'évacuation obstrué, une urbanisation galopante, un manque de financement, les obstacles sont multiples. Les populations attendent plus que des promesses. Parlons à présent de cette marche des militants de Benno Bokk Yakaar à Saint-Louis. Ils demandent la libération immédiate de Mansour Faye et d'autres détenus politiques. Pour Amadou Mame Diop, qui a parlé au nom de la coalition Benno Bokk Yakaar, la libération de Mansour Faye et compagnie doit se faire sans condition. Il est au micro de Seynou Diop. Nous sommes là pour la libération de Mansour Faye, mais aussi de tous les responsables politiques qui sont en prison. Tout le monde sait qu'ils sont en prison parce que tout simplement, c'est de l'injustice. Le Sénégal vit des moments très difficiles. Je peux même dire que nous vivons dans les ténèbres à cause de ce nouveau régime. L'économie est à terre. Les autres domaines également rencontrent beaucoup de difficultés. Pendant 10 ans, ce nouveau régime a raconté des contre-vérités sur le régime de Macky Sall. Ce régime est en place depuis plus d'1 an et continue encore de raconter des contre-vérités, surtout sur les hommes de Macky Sall. C'est pourquoi je demande à tous les militants de se battre pour la libération de Mansour Faye et des autres détenus politiques. On vient d'arriver pour apporter notre soutien à Mansour, à Moustapha Diop et à tous nos détenus. Désormais, les productions des 12 régions du pays sur les 14 vont pouvoir souscrire, les producteurs plutôt, vont pouvoir souscrire à une assurance risque climatique. Cette assurance permettra d'être dédommagée par une compagnie d'assurance en cas de catastrophe climatique. L'assurance est financée par l'État, mais aussi ses partenaires à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Le projet a été lancé à Ziguinchor en présence de nos reporters Boubacar Diassi, Lamine Mondjian, qui ont tendu le micro à Talla Gueye, coordonnateur national du projet. Ce qui est renforce le transfert des risques climatiques. Vous savez, le producteur, il subit en fait les changements climatiques, donc est soumis constamment à des risques climatiques qui peuvent être en tout cas des sécheresses, des inondations, les attaques des parasites, etc. Et pour permettre à ces producteurs-là de se prémunir contre ces risques-là, on a prévu en tout cas de développer ce qu'on appelle la micro-assurance, permettre aux producteurs de pouvoir souscrire donc à la micro-assurance, de telle sorte que les risques donc que ce petit producteur subit puissent être transférés sur d'autres acteurs, en l'occurrence les compagnies d'assurance. Donc vous voyez que véritablement c'est un projet qui adresse donc la gestion intégrée des risques climatiques. Tous les aspects liés aux risques climatiques ne sont pris en compte dans ce programme-là. Oui, la durée c'est 6 ans. C'est un projet donc du gouvernement du Sénégal cofinancé par le Fonds vert climat, le FIDA, la BAD, mais également l'ARC. ARC, c'est Africa Risk Capacity. Et c'est un projet de 12,5 milliards de francs CFA environ, qui va être implémenté pratiquement dans toutes les régions du Sénégal, excepté la région de Dakar et de Kolda pour le moment, et qui va s'achever en 2028. La dépollution de la baie de Hann entre dans sa phase décisive. Elle prévoit le traitement de 25 000 mètres cubes d'eau usée par jour, une prouesse technique à l'échelle régionale. À ce jour, le niveau d'exécution est jugé satisfaisant avec des infrastructures majeures en cours de finalisation. La station d'épuration, pièce maîtresse du dispositif, devrait être livrée d'ici la fin de l'année 2025. La mise en service complète du projet, elle, est prévue pour 2026. Le reportage est signé Habib Faye. Autrefois considérée comme l'une des plus belles baies du monde, la baie de Hann à Dakar était devenue, au fil des décennies, une zone sinistrée par la pollution industrielle et domestique. Aujourd'hui, le grand chantier de dépollution lancé par l'État du Sénégal
avec l'appui de bailleurs internationaux, entre dans une phase cruciale. On aura une amélioration significative. Toutes les eaux qui arrivent, en fait, polluées qui arrivent seront interceptées et déviées vers la station pour être traitées et recyclées. Maintenant, le recyclement dans ce nouveau projet est en phase de traitement du secondaire. Et maintenant, pour la réutilisation dont on parle tout de suite, il faut une étude complémentaire qui permettra d'aller vers un traitement tertiaire pour renvoyer les eaux vers des utilisateurs agricoles. À terme, la station de traitement des eaux usées en cours de finalisation traitera 25 000 mètres cubes par jour, une première à cette échelle en Afrique subsaharienne. Vous considérez que la baie est déjà polluée. Il demande maintenant, à partir de ce moment, la baie va s'auto-dépolluer. Bon, ce qui est déjà pollué, je vous dire, la mer va faire ses effets dessus, il va commencer à se purifier. Pour combien de temps ça va prendre? Combien de temps ça va prendre? Aujourd'hui, quand on va terminer le projet, il y aura la baie. Oui, mais la maintenant, baie ce qui existe là-bas, avec le temps, avec le temps, voilà, il y a un travail naturel, voilà, effectivement, pour dépolluer la baie, à prendre, on ne sait pas, on a mis un dispositif de contrôle. L'objectif, sauver la baie, restaurer son écosystème, mais aussi préserver la santé des populations riveraines et favoriser les activités de pêche et de tourisme durable. L'autre aspect aussi complexe par le processus, la réalisation qui est quand même nécessite de haute technologie, mais aussi dans la gestion financière, dans la gestion administrative du projet, avec beaucoup d'acteurs, les interrelations et tout ça. Un projet structurant, écologique et ambitieux, unique en Afrique de l'Ouest, qui pourrait inspirer d'autres capitales côtières confrontés aux mêmes défis. Bientôt, le lancement du programme d'installation de points de service de proximité par la DRFJ. Il s'agit de boutiques qui offrent plusieurs options aux populations. Un programme financé par la Fondation Khalifa bin Zayed Al Nahyan pour les œuvres humanitaires des Émirats Arabes Unis à hauteur de 530 millions de francs CFA. La phase pilote sera lancée bientôt dans la capitale avec 50 points de vente. Alassane Ba et Yaya Diallo nous font le point. Cette visite de la délégation de la Fondation Khalifa bin Zayed Al Nahyan pour les œuvres humanitaires des Émirats Arabes Unis s'inscrit dans le cadre du programme d'installation et de promotion de points de service de proximité. La délégation nous a donné 500 000 $ orientés vers un projet très important. Et ce projet va débuter par Dakar. Il s'agit de boutiques de proximité. Des boutiques différentes de ce que l'on a l'habitude de voir. Ces boutiques feront tous les services, transfert, imprimerie, bref, des services que les populations auront besoin dans les quartiers. La première phase de ce programme va porter sur 50 points de vente dans la région de Dakar. Selon la déléguée générale de la DRFJ, il s'agit d'une démarche de proximité dans le cadre de la territorialisation des actions de la DER. Notre objectif est de nous conformer à la volonté du chef de l'État, c'est-à-dire la territorialisation des actions de l'ADER, se rapprocher des populations à la base et nous allons faire en sorte que toutes les communes soient servies. Par exemple, la commune de Pékin aura 10 points, Kermassar aussi. Les grandes communes auront 12 points parce que nous savons que les populations travaillent avec les mairies et les préfets. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a rassuré la délégation. Cette dernière compte revenir au mois d'octobre prochain pour le lancement de tous les points. Nous allons lancer tous les points au mois d'octobre. Nous avons des conteneurs de 40 pieds dédiés à ce projet. Il y aura de l'éclairage solaire, Internet, pour vraiment qu'il y ait une satisfaction totale par rapport à l'ambition que nous avons ici au niveau de l'ADER. La première phase de ce programme, financé à hauteur de 530 millions de francs CFA par la Fondation Khalifa bin Zayed Al Nahyan, soit 10 600 000 francs par point de vente, vise à favoriser l'employabilité des jeunes en stimulant la création d'emplois. Le nouveau patron de l'UNACOIS, Moustapha Lo, ses priorités pour ce premier mandat, eh bien, la réunification de l'organisation, la lutte contre la migration irrégulière, mais aussi la réorganisation des marchés du Sénégal. Son portrait est signé par Dissa Prera.
Un portrait que nous n'excluons pas de vous transmettre certainement lors de nos prochaines interventions. Parlons sport à présent. Je vous l'annonçais en titre, le lutteur Sathiès de l'écurie Double Less a une deuxième victoire sur Zarco de l'écurie Grand Yoff Mbolo. C'était ce dimanche à l'arène nationale. Sathiès, jeune frère du champion de lutte Balla Gaye 2, compte désormais 16 victoires en 19 combats. Le test antidopage, une obligation pour tout cheval devant participer au Grand Prix du chef de l'État des courses hippiques le 13 juillet prochain. Le Comité national de gestion de la discipline, dans sa volonté de sensibiliser, a tenu une journée de partage sur les procédures de contrôle antidopage et les détails, c'est avec Chersade Boudjara. Le contrôle antidopage dans les courses hippiques du Sénégal, une obligation qui va se multiplier dès la saison prochaine. C'est le vœu du Comité national de gestion de la discipline. Mais nous envisageons à partir de l'année prochaine de rendre effectif ce procédé. Commencer dès le début de la saison à faire des contrôles, pas sur toutes les journées, mais au moins sur les journées classiques, avec une masse critique de course de 5 ou 6 sur 20. Le test antidopage, une procédure mieux encadrée cette saison. Cette année, nous avons effectivement travaillé dans le sens de mettre dans les meilleures conditions ceux-là qui procèdent au prélèvement biologique, parce que c'est des actes d'une importance capitale, mais d'une gravité peu commune. Ce sera une zone réservée où seuls les professionnels et les propriétaires ou leurs mandataires auront accès. Le dopage chez le cheval, une multifacette. La présence même infinitésimale dans le sang du cheval est synonyme de dopage, comme par exemple si vous trouvez des anabolisants, ou bien l'hormone l'érythropoïétine, ou bien des stéroïdes, par exemple des stimulants comme des stimulants qui sont psychotrophes, ou bien des stimulants qui sont quand même des régénérants du sang du cheval. Donc tout ce qui peut vraiment être utilisé comme étant dopant, qui va améliorer ou bien augmenter les performances du cheval et qui naturellement ne se retrouve pas dans le sang du cheval. Donc tout ça, c'est des produits qui sont complètement interdits. Par exemple, si nous retrouvons dans le sang du cheval des témoins d'utilisation de procédures qui augmentent les performances du cheval par l'intermédiaire de certaines procédures comme l'utilisation d'appareils comme les lasers, l'utilisation d'appareils qui provoquent la cryothérapie, donc qui ramènent certains organes du cheval comme les tendons à des températures négatives, tout ça c'est des procédés qui sont interdits. Et les sanctions sont aussi multiples. Qui peuvent aller jusqu'au retrait de votre agrément si vous êtes entraîneur, jusqu'à l'interdiction de faire courir si vous êtes un propriétaire, jusqu'à 500 000 à 1 million d'amendes, jusqu'à une suspension du cheval de 3 mois à 6 mois ou de 1 an à 2 ans, c'est selon. Le contrôle antidopage est obligatoire pour les chevaux participant au Grand Prix du chef de l'État des courses hippiques, l'épreuve phare de la saison prévue le 13 juillet prochain. La sous-commission régionale des arbitres du département de Pikine a un tout nouveau président. Il s'agit d'Elhadji Mamadou Gueye qui prend ainsi les rênes de cette instance arbitrale avec des ambitions claires, redresser le corps arbitral local, mais aussi et surtout renforcer la formation des jeunes arbitres. Nous l'écoutons au micro d'Abib Faye. Nous sommes élus aujourd'hui, c'est tout neuf, mais on avait fait un programme qu'on va dérouler immédiatement dès lundi. Dès lundi, on commence le travail. On consiste d'abord à se réunir ensemble, à parler, réfectionner la salle de réunion et surtout faire immédiatement des commissions et un bureau, immédiatement. Et surtout préparer les jours prochains qui sont les navétanes. D'abord, on va faire un séminaire de mise à niveau qui sera dirigé par notre équipe avec Mme Bag ici présente, très rapidement, pour tous les arbitres de Pékin pour attaquer ces navétanes-là. Ça, c'est impératif. On le commence dès la semaine prochaine. On va chercher un jour très vite, d'ici le 15, avant le 15, pour prendre 3 jours uniquement pour les arbitres, les mettre à niveau sur le plan théorique et surtout sur le plan pratique.
Au 67e plutôt sommet de la CEDEAO à Abidjan, le président nigérien Bola Tinubu a officiellement transmis la présidence de l'autorité des États et gouvernements à Julius Maada Bio, nouveau leader de l'organisation régionale. Tinubu a rappelé avoir exercé cette fonction à 2 reprises avant de la transmettre à Julius Maada Bio, qui prend désormais la tête de l'institution régionale. Cette désignation intervient dans un contexte de défis sécuritaires et économiques majeur pour la région où la CEDEAO doit renforcer la coopération entre ses membres pour assurer stabilité mais aussi développement. Et puis, le monde retient son souffle. Les États-Unis, vous le savez, ont mené une attaque de grande ampleur contre 3 sites nucléaires iraniens la nuit dernière. Une opération militaire très réussie, selon Washington, qui affirme avoir largué une charge complète de bombes sur des installations jugées critiques du programme nucléaire de Téhéran. Voici les images, mais surtout les détails de cette offensive inédite. C'est signé Habib Faye. Une attaque chirurgicale massive revendiquée par le Pentagone. 3 cibles, 3 non sensibles, Natanz, Fordo, Arak, des installations clés du programme nucléaire iranien désormais en ruine ou partiellement détruites selon les premières estimations. Des bombardiers américains B-2 franchissent la ligne rouge. Une pluie de bombes guidées au laser s'abat pendant une opération éclair de moins de 30 minutes. Le président américain s'est félicité du succès militaire. Il déclare « L'opération de ce soir a été une démonstration de force. Nous avons neutralisé des menaces critiques. Nous continuerons à agir pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. » Fin de citation. Le message est clair, les États-Unis ne permettront pas à l'Iran de franchir le seuil nucléaire, mais à Téhéran, l'heure est à la riposte. Les autorités iraniennes parlent d'actes de guerre, promettent une vengeance totale et affirment que les pertes sont limitées. Les forces armées sont en état d'alerte maximale. Dans les rues, la population oscille entre colère, ferveur nationaliste et peur d'un conflit généralisé. Des milliers de jeunes iraniens sont descendus manifester. Les mots d'ordre sont sans équivoque. Dans la région, les tensions montent d'un cran. Israël renforce ses défenses. Les milices chiites alliées à Téhéran sont en état d'alerte en Irak, au Liban et au Yémen. À l'ONU, une réunion d'urgence est convoquée. La Russie et la Chine dénoncent une agression occidentale. Le monde craint désormais une guerre ouverte au cœur du Moyen-Orient. Merci Habib Faye pour ces derniers développements dans le conflit entre Israël et l'Iran, un conflit qui, je le rappelle, a éclaté il y a une dizaine de jours avant que les États-Unis n'entrent en scène. Eh bien, ça y est, c'est fait depuis la nuit dernière. Historienne, membre de la société civile. Bonsoir professeur. Bonsoir Sarah. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, avant d'en venir aux conséquences de ce conflit et ses répercussions, j'aimerais que l'on s'intéresse d'abord, que l'on fasse un petit rappel historique avec vous, professeur, qu'on s'intéresse d'abord à sa genèse, à ses origines. Alors, à l'origine, justement, l'histoire d'une terre revendiquée par 2 peuples, le peuple juif et le peuple palestinien. Partant de là, comment comprendre aujourd'hui, professeur, ce conflit qui a éclaté entre Israël et l'Iran? Merci Sarah. Je crois que c'est Antoine Sphère qui avait trouvé la bonne formule, l'Orient compliqué, véritablement. Je ne vais pas faire la genèse depuis l'histoire, les textes religieux, etc., mais je vais essayer de voir, parce que c'est le projet colonial qui continue avec cette affaire d'Israël, cette affaire du Moyen-Orient. Comment en sommes-nous arrivés à cela? Il y a, si je peux résumer, une sorte d'alliance entre religion et nationalisme de part et d'autre. Sorte d'alliance entre les deux, difficile de les séparer, de revenir sur cela. Mais lorsqu'on veut faire la genèse vraiment de ce qui se passe aujourd'hui, limitons-nous tout simplement au début du XXe siècle et après la Deuxième Guerre mondiale,
avant la création d'ailleurs de l'État d'Israël en 1948. Vous savez, les Juifs qui ont erré un peu partout à travers le monde et l'histoire se sont retrouvés massivement en Europe. À un moment donné, pendant le Moyen-Âge, ils étaient accusés de beaucoup de maux. Il y avait des pogroms, on les tuait. Il y avait énormément de violence à l'endroit des Juifs. Ils ont pris ce qu'on appelle l'immigration acte en 1924 pour demander l'arrêt justement de l'immigration des Juifs vers les États-Unis. Et en 1935, Hitler lui-même, novembre 1935, a demandé ce qu'on appelle les lois nazies, en fait, les lois de Nuremberg contre les nazis. On introduit ce qu'on peut appeler la question du sang dans les lois de l'Allemagne. Et pour la première fois, l'Allemagne avait pris la décision qu'il n'y ait pas de mélange du point de vue du sang entre les juifs et les non-juifs. Et ça a créé énormément de problèmes, et ce qui a amené d'ailleurs jusqu'à la situation de la Shoah, tout ce que vous voulez. Donc ça, ce sont deux faits importants qui ont expliqué pourquoi à un moment donné, les Juifs sont allés vers l'Orient pour retrouver ce qu'ils appellent la terre de leurs ancêtres. Mais beaucoup ne voulaient pas y aller. Parce qu'ils savaient qu'aller sur ce territoire, c'était une confrontation en permanence entre les deux peuples, à moins que... Parce que certains ont pensé aussi, à un moment donné, qu'il fallait avoir un territoire, un État binational, avec deux nationalités. Alors, à partir de là, même Hannah Arendt, tous les intellectuels, quelqu'un que j'aime beaucoup, un grand historien juif qui travaille, qui enseigne à l'université de Tel Aviv, Salomon Sand, qui a fait sa thèse sur comment le peuple juif est une invention au cours de l'histoire. Alors, ils ont expliqué que pour ne pas avoir de problème, il faut avoir un État avec les deux nationalités et chacun apprendra la langue de l'autre, et ce qui ferait qu'on aurait la paix à un moment donné. Parce que Hannah Arendt, pour elle, si on ne le fait pas tous les 10 ans, on allait se retrouver avec une guerre. Ce qui est vrai. Alors, comment peut-on avoir un État qui est fondé sur la répression, la lutte, la violence de façon permanente? Cet État ne peut pas être viable. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui avec Israël. Et un fait aussi, c'est que dans l'histoire d'Israël, le parti Likoud, à un moment donné, était avec Sharon, ceux qui ont un peu instrumentalisé la création du Hamas. Pourquoi le Hamas? Pour contrebalancer le pouvoir de l'OLP dirigé par Yasser Arafat. Ils ont créé le Hamas, et à un moment donné, et c'est autre phénomène aussi qui explique la situation. Pourquoi le Hamas s'est radicalisé? C'est parce que tous ceux qui sont dans le Hamas ou ceux qui vivent à Gaza ont été déplacés, ils sont nés dans les territoires vers Ascalon. On les a poussés à sortir d'Ascalon. Ils se sont installés dans ces territoires. Et les Juifs, ils savent eux-mêmes que ceux qui habitent dans les territoires qu'on considère comme les territoires occupés, en poussant les autres pour sortir, ils n'allaient pas être contents. Et c'est ça la base. C'est-à-dire que l'État est fondé sur des frustrations, et ce sont ces frustrations, de mon point de vue, qui connaissent aujourd'hui un point de non-retour. Alors l'Occident, qui a un problème de conscience par rapport aux Juifs, les Juifs s'installent sur ce que j'appelle sur la conscience de l'Occident, et c'est la raison pour laquelle, ça c'est la première explication, Israël semble être le prolongement de l'Occident aujourd'hui dans le Moyen-Orient, avec tous les enjeux que ça représente sur le plan économique, autour du pétrole. Mais au-delà, il y a un phénomène qu'on voit aujourd'hui dans la réaction des États-Unis par rapport à l'Iran, c'est qu'il y a un problème civilisationnel extrêmement important. L'Occident, par sa volonté hégémonique, supporte difficilement que d'autres civilisations, des civilisations millénaires comme la civilisation perse des Sassanides, ou même la civilisation byzantine, ait une forme d'hégémonie aussi dans cette région. Ce qui fait qu'en dehors des questions économiques, il y a les problèmes
d'hégémonie sur le plan culturel et malheureusement les civilisations ne dialoguent plus. Donc nous sommes arrivés à un point de non-retour, à un point où l'injustice, à mon avis, fonde ces relations et on l'a vu pendant très longtemps, la crise du pétrole, on l'a toujours vécu depuis au moins 1973 et cette crise est en train de revenir. Si on ferme le détroit d'Ormuz, on va se retrouver avec une crise. Déjà, le monde est éprouvé et voilà la situation. Et Israël avait se pensait invincible jusque-là, mais sans compter avec l'Iran. Et moi, si je prends le cas justement du nucléaire, pourquoi certains pays qui ne sont même pas signataires du traité nucléaire se retrouvent avec la bombe nucléaire au détriment d'autres pays qui n'en ont pas le droit, qui sont surveillés, traqués, et même parfois on n'est même pas sûr que cette bombe nucléaire existe. Voilà, on ne peut pas bâtir la paix sur de l'injustice, Sarah. Si on veut avoir la paix, il faut que les peuples soient traités de la même manière, qu'on respecte les États de la même manière. Sinon, frustration. Déjà, on ne peut pas régler une frustration par d'autres frustrations et c'est ce qui est en train de se faire. Israël a connu la violence dans l'histoire et aujourd'hui, elle a une force et tout le monde n'est pas d'accord à l'intérieur, au niveau du peuple israélien. C'est un conflit qui embrase, vous l'avez dit, le Moyen-Orient dans son ensemble depuis des décennies. Aujourd'hui, il faut le dire, ce conflit a pris une autre dimension avec l'intervention militaire des États-Unis et les répercussions que cela pourrait avoir, il faut le dire, sur l'Iran, qui dans une volonté de sauver la face, pourrait être tenté justement d'afficher sa puissance potentiellement nucléaire. On irait alors d'escalade en escalade. Pour certains spécialistes en relations internationales, c'est une guerre inutile, voire dangereuse. Mais comment faire pour l'arrêter et surtout qui pour l'arrêter? Alors, vous savez, on avait dit de l'Iran que ce pays détenait des armes biologiques, etc., avant qu'on aille vers le nucléaire. Le nucléaire, jusque-là, était une arme dissuasive. Mais moi, personnellement, je pense qu'on aurait dû bannir le nucléaire dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Une fois que cette bombe a été jetée sur Hiroshima, Nagasaki, et qu'on a vu les conséquences, il fallait absolument que la communauté internationale fasse tout pour qu'il n'y ait plus de nucléaire. Mais le problème aujourd'hui, Sarah, c'est quoi? C'est que toutes les solutions qui ont été proposées dans le cadre du multilatéralisme, après la Deuxième Guerre mondiale, toutes ces solutions aujourd'hui sont tombées à l'eau. L'ONU n'a plus les capacités et les possibilités véritablement de faire face. Il faut repenser le système de fond en comble. Mais si les Occidentaux s'affichent de cette manière-là en disant que l'Israël doit se défendre à coûte que coûte, sans chercher véritablement les causes, comment cette injustice s'est installée depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale, qui va être à l'origine des négociations? On n'entend pas les Arabes. Parce qu'aussi, entre les Arabes et les Iraniens... C'est une bonne transition, justement, pour parler de cette union du monde arabe qui donne l'impression de se fissurer, il faut le dire, de plus en plus. On a juste ici noté le silence, mais vraiment retentissant, de l'Arabie Saoudite, cet autre géant du Moyen-Orient qui serait éclaboussé par ce conflit. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce mutisme de l'Arabie Saoudite? Non, c'est une question de rivalité entre les peuples. Vous savez... La Perse sassanide, qui est chiite, avant d'être chiite, l'Iran ou la civilisation iranienne a été à la base de la civilisation musulmane, islamique. Jouait un rôle de premier plan, parce que les Arabes qui sont arrivés avec l'islam n'avaient pas une organisation aussi sophistiquée que l'organisation de la Perse ou l'organisation de l'Empire byzantin. Mais quand l'islam est arrivé, on est à une situation où les différentes civilisations, les différents empires byzantins qui se situent au niveau de la Turquie actuelle, l'Empire byzantin et les Kharijites qui sont partis et qui sont venus d'ailleurs en Afrique du Nord, et ce sont ces Kharijites qui ont amené pratiquement l'islam ici en Afrique au sud du Sahara. On avait les sunnites et les chiites. Sunnites, chiites, depuis l'arbitrage d'Adro en 656-657, cette opposition n'a jamais, et cette rivalité, quitté les Arabes. Ce qui fait que quand on voit le monde sunnite
ne réagit pas. Le monde sunnite, c'est l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte, etc. Tous ces pays, on ne les entend pas. Et pourtant, dans l'histoire, l'Égypte a subi énormément cette situation palestinienne. Même les pays comme la Tunisie, les pays réagissent, mais ces pays ne réagiront que sous ce qu'on appelle l'influence ou de la rue arabe. Si les peuples se révoltent, ils réagiront. Mais on l'a entendu sur les ondes, lui, il parle d'un dialogue avec à la clé, bien sûr, un renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire pour sortir de la crise. Pensez-vous finalement que la voie diplomatique puisse faire plier le géant iranien? Moi, je pense que la voie diplomatique ne fonctionnera que lorsqu'elle se base sur une vérité. Si les pays sont sûrs, est-ce que cette arme nucléaire existe? Est-ce qu'il ne faut pas aussi, à chaque fois, même si on tue un enfant, on dit Israël a le droit de se défendre. Israël a le droit de se défendre, mais on n'analyse pas pourquoi on en est arrivé à cette situation, justement, d'octobre 2024. Il faudra expliquer pourquoi en sommes-nous à cette situation et qu'est-ce qui explique toute cette colonisation, le fait de vouloir faire partir tout un peuple pour installer justement les Juifs sur ces territoires qui sont des territoires occupés. Alors, il y a, c'est vrai, l'Iran avait ses satellites, que ce soit au Liban, le Hezbollah, que ce soit, comment on appelle ça, au Yémen, que ce soit tous les chiites, en fait, sont derrière l'Iran. Mais ils ont été, c'est vrai, secoués ces dernières années avec la répression, je veux dire, les réactions d'Israël qui a été beaucoup plus forte qu'on ne le pense, mais avec l'Iran, il restait le gros morceau que constitue l'Iran, qui est un espace immense, un territoire immense, une civilisation millénaire, avec aussi un pouvoir religieux important. On a beau dire, et maintenant, pour la première fois, on entend des pays dits démocratiques annoncer publiquement qu'ils vont tuer, par exemple, qu'on peut tuer l'ayatollah Khamenei. L'ayatollah Ali Khamenei. Ça ne se fait pas. Même s'ils le pensent, les services secrets, on sait toujours que la CIA, beaucoup de services secrets ont éliminé des leaders à travers le monde, mais ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Donc, comment voulez-vous qu'on arrive aujourd'hui? Moi, je pense aussi que les Africains doivent bouger, surtout les Africains musulmans. Oui, le Parlement iranien, absolument. En guise de riposte, a approuvé la fermeture, on l'a dit tout à l'heure, du détroit d'Ormuz. Alors, si elle est effective, il s'agirait de l'un des points de passage les plus importants au monde pour le transit du pétrole mondial. Les répercussions sont bien évidemment économiques, avec déjà la crise économique, le prix de l'essence qui pourrait flamber. Mais quelles répercussions sur le continent africain? C'est-à-dire, on va aller vers une crise économique encore plus difficile, plus dure. Celle qu'on a connue avec les prix du pétrole vont augmenter. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de faire face justement à un déficit ou à une augmentation des prix du pétrole? On avait créé l'OPEP pour les conditions d'une stabilisation des prix du pétrole. Mais si aujourd'hui le détroit d'Ormuz est fermé, ça, tout le monde ressentira véritablement les difficultés sur le plan économique. Je pense que tout le monde est concerné. Et cette guerre, pour la première, on a toujours pensé que la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale, viendrait pratiquement du Moyen-Orient. Et on a l'impression que c'est ce qui se profile à l'horizon. Maintenant, des pays comme la Chine, la Russie, ces pays aussi doivent intervenir s'ils ne sont pas véritablement dans une position d'alliance avec l'Iran. Ces pays aussi doivent chercher à créer les conditions d'une paix qui sera durable, mais aussi il faut que de part et d'autre, que les armes cessent, que les bombardements cessent et que les destructions massives des biens s'arrêtent. Sinon, on va aller vers une troisième guerre mondiale et personne ne pourra prédire ce qui va se passer avec une troisième guerre mondiale. Peut-être que ce serait la fin du monde si on jette des bombes, les bombes atomiques. Il y en a qui ont les bombes atomiques, on n'en parle pas. Et pourquoi l'Iran est ciblé aujourd'hui? C'est parce que l'Iran constitue une menace pour Israël. C'est ça. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il faudra qu'on en arrive à ce que Israël fasse la paix avec les pays qui sont... Moi, je me suis toujours demandé comment Israël pourra-t-il survivre entouré d'hostilité. Il faut qu'Israël pacifie son espace et pacifie ses relations avec les autres pays. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer. Bon, c'est vrai que si les élites ont pas
des élites de la Jordanie, de l'Arabie Saoudite, les relations entre les chefs, les leaders et Israël, du point de vue de la sécurité, etc. Mais les peuples se soulever partout. Par exemple, aujourd'hui, le pèlerinage à la Mecque, tout le monde avait peur en se disant, pourvu que les pèlerins rentrent avant que les espaces aériens ne soient fermés complètement. On ne peut pas vivre constamment dans une situation de détresse. Et la détresse ne concerne pas seulement les peuples qui sont aujourd'hui dans la situation de guerre, mais cette détresse intéresse tout le monde. Merci beaucoup, professeur Tandabo, d'être passé nous voir pour parler de ce conflit entre Israël et l'Iran. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal. Excellente suite de programmes en notre compagnie et surtout bon début de semaine à toutes et à tous.